nous, mais elle utilise de manière la plus brutale les moyens que nous avons et qui, s'ils étaient confrontés aux nôtres, seraient largement déclassés. Et donc, il faut aussi que nous ayons cette réflexion sur la défense de l'Europe, en mettant l'Allemagne de côté, parce que l'Allemagne a une histoire très particulière, et que les États, au lendemain de la guerre, lui ont imposé un modèle où elle n'a pas le droit de faire la guerre, elle n'a pas le droit de se projeter à l'extérieur, où tout soldat allemand a le droit de refuser de porter l'uniforme. Donc c'est quelque chose de particulier à cause du nazisme. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, et l'Allemagne elle-même peut évoluer, d'ailleurs elle le fait. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi cet aspect défense, et si je choque un peu, je l'assume. Merci. Je voudrais vous poser une deuxième question. Vous avez tous les deux évoqué l'idée que l'Europe était aussi un modèle social. Or, il y a deux aspects ici qui me paraissent problématiques. Le premier, c'est que dans la mondialisation, ce modèle est manifestement mis en cause. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de l'Union, il existe un véritable dumping social absolument considérable qui conduit à des régressions. Nous venons de citer beaucoup le cas allemand, mais rappelons que depuis 10 ans, l'Allemagne a considérablement régressé sur le terrain social. Et c'est d'ailleurs Schröder, à travers les lois Hartz-IV, qui a opéré la marche arrière. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait que, bizarrement, l'Allemagne est en train de passer devant la France sur le terrain agroalimentaire. Je rappelle que toute l'Allemagne, les anciens Länder de l'Est, ont été peuplés d'immenses fermes gigantesques dans lesquelles nous trouvons des Roumains payés à 1 à 2 euros de l'heure, hors statut social allemand. C'est-à-dire que, très clairement, on n'applique pas les règles allemandes en Allemagne à des salariés roumains qu'on importe. Ce faisant, effectivement, au bout du compte, on a des produits qui ne sont pas chers, qui envahissent les marchés européens, et c'est la Bretagne qui trinque, si je le dis, la conséquence. Alors, la question est, si nous avons un modèle social, comment le fait-on exister? Comment le défend-on à l'échelle, non seulement entre nous, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, dans les instances? Je vous réponds tout de suite, certainement pas comme vous venez de le dire. Parce que non, il n'y a pas eu de régression sociale en Allemagne, je suis désolé. Alors moi, je connais l'Allemagne, j'y vais, d'accord. Je peux vous dire qu'il y a moins de jeunes au chômage en Allemagne qu'en France, d'accord, grâce au petit boulot. Et oui, parce que quand vous êtes étudiant à Heidelberg et que vous pouvez travailler 3 heures par jour à 400 euros, et oui, et le régime social, indemnitaire, celui qui aide les plus défavorisés, les plus favorables qu'en France, le savez-vous? Savez-vous que le minimum social, en moyenne, c'est 1 500 euros que reçoivent les gens, y compris ceux qui demandent le droit d'asile? Alors non, il faut arrêter avec cette grande campagne française qui vise finalement à nous dire qu'il ne faut certainement pas essayer de remuscler notre système social. Eh bien, si c'est ça, nous perdrons tout. Je vous le dis parce que nous n'aurons plus les moyens de le payer. Donc il faut accepter aussi de faire la part des choses. Ça, c'est la mondialisation. Il faut accepter aussi de faire la part des choses. Vous voulez me dire, moi je peux vous citer toute une liste de choses qui ne devraient pas être remboursées par la sécurité sociale. Les cures de complaisance, les mises en congé maladie qui sont excessives, etc. Il faut qu'on accepte de s'occuper de tout ça. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons et nous mettrons en cause notre modèle social. Alors vous parlez de la concurrence sociale en matière européenne, et là je ne partage pas votre avis. Bien sûr que ça pose des problèmes. Je rappelle quand même que les seuls textes qui essaient d'organiser la lutte contre cette concurrence sociale, ce sont les textes européens. Ils viennent d'être rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rappelé, contrairement à ce qu'on lit ou à ce qu'on dit, qu'on ne peut pas faire de tourisme social. Alors que ce soit mal appliqué ou mal contrôlé, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Et c'est la question de l'inspection. Il y a quand même une inspection du travail, elle doit faire son boulot en France, y compris en Bretagne, où demander par exemple à vos pêcheurs s'ils n'utilisent pas de la main-d'œuvre polonaise. Donc, si vous voulez, avant de donner des leçons, avant d'établir des évidences, il faut aller regarder les faits. Sur ce point, j'ai quelques nuances avec Jean-Dominique. Bon, reconnaissons d'abord un point. J'ai plaidé l'harmonisation fiscale.
je ne crois pas qu'il serait réaliste aujourd'hui de plaider une harmonisation sociale au sens où je plaidais l'harmonisation fiscale, parce qu'on a en Europe des pays avec des niveaux de vie extraordinairement différents. Vous avez cité la Roumanie. Disons-le simplement, quand Renault s'est installé en Roumanie, le salaire était d'1 € par heure chez Dacia, alors que chez Renault, le coût salarial était supérieur à 20 € par heure. Donc, il y avait un écart de 1 à 20 entre deux pays européens. Une première réponse, c'est bien sûr d'assurer la croissance et le développement de l'Europe. Un autre homme politique, Edgar Faure, parlait de la communauté réduite aux acquêts. Quand on a de la croissance, on peut répartir les fruits plus facilement que chaque fois que lorsqu'on est dans un système où chaque fois qu'on donne un à l'un, il faut le prendre à l'autre. Donc, je pense qu'il y a à assurer, par une croissance européenne, une plus grande convergence des pays européens. Et ceci me conduit d'ailleurs à penser aujourd'hui qu'un agrandissement significatif des frontières de l'Europe comporte des inconvénients aujourd'hui qui l'emportent largement sur ses avantages. À terme, on peut réfléchir autrement, mais je pense qu'aujourd'hui, cette idée de convergence de richesse, là je ne parle pas de convergence de modèle social, est quelque chose d'important en Europe. Deuxièmement, et j'y reviens, c'est vrai que dans l'Allemagne, il y a des choses qui vont mieux qu'en France, et je serai le dernier à le contester. Mais c'est vrai que je trouve qu'il était anormal qu'en Allemagne, il n'y ait pas de SMIC, et que de ce fait, qu'effectivement, pour reprendre votre exemple, qui est juste, on voyait des ouvriers immigrés travailler pour 5 € de l'heure dans les industries agricoles et alimentaires, notamment, ou dans l'agriculture, et que ceci avait d'ailleurs intéressamment un double effet. Premier effet, c'est de rendre l'Allemagne plus compétitive vis-à-vis de notre agriculture, de nos industries agricoles et alimentaires. Second effet, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça rendait le regroupement familial en Allemagne totalement impossible. Parce qu'avec 5 € de l'heure, même en Allemagne, vous ne faites pas vivre une famille. Et donc, on avait une immigration de travail et pas une immigration d'installation avec sa famille. Je pense que là, la meilleure nouvelle européenne depuis longtemps est l'institution d'un SMIC en Allemagne. Et je me réjouis qu'il y ait eu une grande coalition qui ait conduit à cela. Alors, imposer le même SMIC dans toute l'Europe, c'est absurde, parce que, je veux dire, si on imposait un SMIC, mettons, de 6 € en Roumanie, la Roumanie se viderait. Il n'y aurait plus d'industrie, plus d'activité, c'est vrai. En revanche, que dans les pays les plus riches, il y ait un certain souci d'égalité des conditions, me paraît légitime. Je ne suis pas expert sur le minimum social allemand et je suis sûr que Jean-Dominique l'est plus que moi. Et je lui rends cet hommage. Mais c'est vrai que sur la période récente, en Allemagne, comme dans tous les pays européens, sauf un petit nombre d'exceptions dont la France, l'inégalité qu'on mesure par un coefficient qu'on appelle le coefficient de Gini, c'est un coefficient un peu arbitraire, mais il a la vertu d'exister, a augmenté. Et je pense que cette augmentation à l'inégalité au sein des pays est mauvaise pour l'Europe. Mais, bien sûr, c'est un choix de chaque pays européen de définir son modèle social. Nous pouvons plaider pour un modèle social plus équitable. Alors, dernier point pour répondre aussi à Jean-Dominique, oui, il y a dans tout régime des abus. Effectivement, il y a des abus sur l'assurance maladie. Effectivement, il y a des abus sur tout. Il y a aussi des abus fiscaux par les grandes entreprises. Les abus ne sont pas que le fait des consommateurs ou de ceux qui prennent un congé de maladie. C'est dans la nature de tous les systèmes d'avoir une petite part d'abus. Il faut lutter contre, mais il ne faut pas croire que l'élimination de ces abus aura un effet macroéconomique du premier ordre, sauf sur ce que j'appelais le tourisme. Je n'appelais pas le tourisme fiscal, mais finalement,
Et puisqu'on a parlé de tourisme social, je parlerai du tourisme fiscal. Je peux dire un mot, puisque vous nous incitez au dialogue, je suis d'accord. Ce que je voulais dire par là, c'est que les chômeurs sont en France, les inégalités se sont accrues en Allemagne, vous avez raison, elles ont diminué en France, contrairement à ce qu'on dit. Les chômeurs sont en France et les jeunes Allemands, pour des tas d'autres raisons aussi, trouvent un emploi, ce qui est de plus en plus difficile chez nous. Et ce qui me frappe le plus, et qu'on ne voit pas de Paris ou de Nantes, c'est que les SDF sont en France. En Allemagne, quand je suis en Allemagne, j'y suis presque tous les mois, il n'y a pas de SDF. Il y a donc un système social qui remonte à plus de 100 ans, n'est-ce pas, et qui est quand même aussi efficace. Donc, je crois que vous avez raison, Louis Schweitzer, gardons-nous de donner des leçons, de faire des comparaisons. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Merci. Ultime question avant de vous donner la parole. Je voudrais quand même vous poser une question sur la dimension politique de tout ça, c'est-à-dire l'Union européenne, nous le savons aujourd'hui, est fortement contestée en son sein. Et vous l'avez rappelé, il y a des forces politiques populistes qui explosent d'un peu partout. Mais il y a un deuxième aspect des choses qui est également problématique. Ces dernières années, les réformes que l'Union a promues, et évidemment liées à la crise sur le terrain économique, ont toutes été passées au forceps. Et souvent par des discussions intergouvernementales en court-circuitant les instances les plus démocratiques. Et rappelons que lorsque la Grèce, à qui on administrait une potion fort amère, a dit « écoutez, le remède est tellement lourd, il va peut-être falloir à un moment donné un consentement du peuple », on lui a dit « ah non, ah non ». Pas de consentement du peuple, pas de référendum, démissionner avant. Et donc se pose ici une question. Nous avons fait venir à Nantes, dans le cadre des travaux de la chaire, des dizaines d'intellectuels, d'économistes, etc. Il y avait un point de convergence absolue là-dessus. Quelle que soit leur tendance et leur sensibilité, quelle que soit leur discipline, c'est une sorte d'orientation très peu démocratique qu'a pris l'Union ces dernières années dans le cadre du traitement de la crise. Et je voudrais votre sentiment au regard de cette orientation problématique. Oui, je le disais en introduction de mon propos, que l'Union européenne est encore plus sensible que nos institutions nationales aux nouvelles revendications démocratiques. C'est largement injuste, mais c'est aussi normal, et c'est aussi une vérité. Injuste parce que toutes les décisions que vous évoquiez, les pressions faites sur tel ou tel pays, elles ont toujours été votées, peut-être pas au référendum, mais par le Parlement grec. Les Grecs ont voté en plein milieu de la crise. Ils n'ont pas voté pour les extrémistes. Ils ont voté pour le gouvernement qui promettait de la sueur et des larmes. Parce que quand même existe l'idée, y compris en Grèce, qu'on ne veut pas sortir de l'euro et de la famille européenne. C'est ça que je voulais dire. Alors, donc, sur le caractère non démocratique, je ne suis pas par exemple, de ces intellectuels allemands qui disent que l'Union est en quelque sorte une nouvelle tyrannie antidémocratique. Je ne partage pas ce point de vue. Il y a des procédures démocratiques, il y a des parlements qui votent, des ministres qui sont légitimes, même quand ils reviennent à Paris après avoir pris une décision à Bruxelles, s'ils disent le contraire et qu'ils ne l'ont jamais prise. Cas de la pêche, régulièrement. Hein. On veut protéger les poissons à Bruxelles et on protège les pêcheurs en Bretagne. Voilà. Donc évidemment, le citoyen, il écoute ce qu'on lui dit aussi. Hein. Mais enfin, il n'est pas totalement idiot. Et puis, il y a des critiques légitimes. Les critiques légitimes, c'est est-il possible au XXIe siècle d'avoir un système finalement inachevé de contrôle démocratique? C'est ça que nous essayons de faire en Europe, c'est-à-dire des démocraties nationales, des États souverains, qui décident de partager une partie de leur souveraineté, qui décident démocratiquement. J'ai fait le compte à la Fondation. Il y a eu, depuis les origines de l'Union européenne, 54 référendums dans tous les pays de l'Union. Et plus de 200 décisions de vote parlementaire qui concernent un engagement, une avancée européenne. On ne peut pas dire que c'est antidémocratique. Ou alors, regardez comment ça se passe en Russie, en Chine ou ailleurs. Bon. Donc, mais c'est vrai que nous devons avancer. Si nous devons avancer, il faut avancer vers une union
plus politique de l'intégration européenne. Et c'est bien ce que nous réclamons, nous, Européens. Et je pense que nous pourrions avoir des débats avec nos concitoyens qui doutent du caractère démocratique ou de l'utilité de l'Europe ou de bien fonder des politiques si nous avancions en fonction de la théorie du vélo. Et moi, je mettrais bien un petit moteur au vélo pour aller un peu plus vite, pour essayer justement d'ouvrir ces débats. Ils sont légitimes et il faut les avoir. Je suis entièrement là d'accord avec Jean-Dominique. Limiter la démocratie au référendum me paraît une faute. On est dans des systèmes de démocratie représentative et dans notre pays, assez souvent, on a confié au Parlement, quelquefois même au gouvernement par ordonnance, le soin de résoudre des problèmes qui ont été résolus et qui n'auraient pas donné lieu à un vote favorable si on avait fait un référendum. Donc, au fond, la démocratie représentative est notre système, c'est le système européen. Ça me paraît aussi démocratique que la démocratie directe. Deux, je pense qu'effectivement, un système plus clairement compréhensible par le public serait un système fédéral. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. Trois, je suis frappé de voir que dans certains pays, on utilise l'argument démocratique contre l'Europe. On pense aux Britanniques qui expliquent que tout ce qui est européen est antidémocratique parce que la seule démocratie, c'est le Parlement britannique. Je pense un peu, à la Cour constitutionnelle allemande, qui explique que le mécanisme des traités européens, parce qu'ils n'assurent pas des systèmes de représentation électorale identiques au système constitutionnel allemand, enlève aux citoyens le droit du consentement à l'Europe, à l'impôt, et donc cet argument d'antidémocratie est utilisé contre la solidarité européenne. Donc c'est un argument dont je me méfie un peu. Mais, je le redis, entièrement d'accord avec Jean-Dominique. Bien, alors cette fois-ci, la parole est à vous. Ne soyez pas timide. Allez-y, je vous en prie. Alors, François Simon, Maison de l'Europe de Nantes, administrateur. Je voudrais poser une question à M. Schweitzer concernant le coût du travail en France. C'est une question récurrente qu'on pose très souvent, mais il n'en a pas parlé de façon formelle et précise. Et donc la question, c'est de savoir s'il faut vraiment réellement faire baisser le coût du travail en France, mais évidemment sans diminution des prestations sociales qui y sont attachées, et donc en faisant financer ces prestations sociales par d'autres financements. Je pensais par exemple à la CSG, une augmentation de la CSG qui est quand même à la source d'une part et d'autre part sur tous les revenus. Je sais que les syndicats ne sont pas forcément d'accord avec ce type de proposition, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, M. Schweitzer. Bon, dans mon exposé, j'ai dit que la France avait une obligation d'améliorer sa compétitivité et que quand nous avions 40 milliards de déficit dans nos biens et services, eh bien, c'était 800 000 à 1 million de chômeurs en plus. Donc, la compétitivité est un élément central. Le coût du travail est un des éléments de cette compétitivité. Un des éléments et pas nécessairement le principal, mais c'est un élément. Si on compare le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie, je ne parle pas dans les biens, les services ou dans l'agriculture, il est aujourd'hui exactement le même en Allemagne et en France. Et dans l'industrie que je connais le mieux, l'automobile, il est un peu supérieur en Allemagne à ce qu'il est en France. Le coût entièrement chargé pour l'employeur, bien sûr, c'est le coût qui est pertinent. Donc, au fond, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'Allemagne est meilleure que nous en compétitivité hors coût et que nous avons aussi des progrès à faire dans ce domaine. Alors, un des avantages de l'Allemagne, c'est un avantage d'image. Et ça, l'expérience prouve que c'est très difficile et très lent à corriger. Mais j'ai cité les IA, des domaines où nous n'avons pas de handicap d'image et où nous pourrions progresser. Alors, pour venir maintenant, après ce cadre général, à votre question précise, ma position personnelle, c'est que oui,
il faut déplacer l'assiette de financement d'un certain nombre d'éléments de protection sociale. On a fait cette assiette à une époque où le travail était une denrée rare. Nous avions un chômage zéro. Et donc, le problème du coût du travail ne se posait pas. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à un chômage zéro. Et nous sommes dans une économie ouverte, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je pense qu'il y aurait beaucoup d'avantages économiques à transférer une partie des charges qui pèsent actuellement sur le travail, d'une part sur l'ensemble des revenus, c'est le cas de la CSG, mais il faut avoir conscience que là, on aborde très vite le sujet que j'évoquais du tourisme fiscal. Et d'autre part, à titre personnel, là aussi, je pense que la TVA a la vertu de peser sur les biens importés comme sur les biens produits nationalement, ce qui n'est pas le cas des cotisations sociales. Alors bien sûr, la TVA est un impôt régressif, c'est-à-dire injuste. Moins vous êtes riche, plus vous consommez proportionnellement, et donc plus vous êtes taxé. Mais on ne peut pas juger la justice impôt par impôt. Il faut juger la justice d'un système fiscal dans son ensemble. Il y a nécessairement des impôts régressifs. L'impôt sur le tabac, l'impôt sur l'alcool sont plus payés en proportion par les gens moins riches que par les gens les plus riches. Encore plus que la TVA. Mais ce sont de façon intéressante les deux impôts les plus populaires en France. Il y a un trio de tête, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le tabac, l'impôt sur l'alcool. Très intéressant, un impôt que les gens ne payent pas, mais deux impôts que les gens payent. Parce qu'ils voient bien qu'il faut décourager la consommation de tabac et d'alcool. Donc au fond, je réponds à votre question, oui, mais il ne faut pas croire que c'est la potion miracle. C'est un élément d'une politique d'ensemble. Je vous en prie, allez-y. Ulrich Bonner, Maison de l'Europe de Strasbourg-Alsace. J'aurais deux questions principalement à M. Louis Schweitzer. L'une concerne la question du fédéralisme, où vous nous avez dit que, bien qu'un système fédéral soit souhaitable, vous ne pensez pas que ce soit réaliste à l'heure actuelle. Est-ce que vous pourriez peut-être nous développer un peu pourquoi vous ne pensez pas que c'est réaliste? Non, ça peut tout à fait s'adresser aux deux orateurs. Pourquoi vous ne pensez pas que c'est réaliste? Est-ce que c'est parce que les gouvernements hésiteraient à faire des transferts de compétences alors qu'ils ont déjà perdu plein de compétences à des forces anonymes de marchés financiers, etc., qu'ils pourraient peut-être au contraire récupérer par une plus grande unité européenne, au moins partiellement? Ou est-ce que c'est parce que nous avons une démagogie souverainiste qui nous empêche d'aller vers davantage de fédéralisme en Europe, sachant que le fédéralisme ne signifie pas nécessairement de prendre modèle sur, je ne sais pas, un système existant comme celui en Allemagne. Il y a sans doute d'autres possibilités. Deuxième question concerne l'élargissement. Effectivement, je conçois bien qu'il y a des problèmes pour un élargissement futur. Par contre, de s'arrêter quelque part au milieu du gué, quand je regarde par exemple les Balkans, si vous allez dire aujourd'hui à la Serbie ou au Monténégro ou voire à l'Albanie qu'il faut attendre 15 ou 20 ans avant qu'on commence sérieusement à discuter d'un élargissement, est-ce que c'est humainement supportable? Et au contraire, est-ce que si on va vers une coopération renforcée entre certains pays, est-ce qu'en revanche, ça ne permet pas éventuellement aussi d'élargir le cercle des pays que nous pouvons accueillir dans une communauté européenne, dans une Union européenne qui est peut-être un peu moins étroite que ces coopérations renforcées? Merci. Alors, je vais commencer à répondre, mais je pense que Jean-Dominique, sur ce point, est au moins aussi qualifié que moi. D'abord, je constate que le fédéralisme n'est pas combattu seulement par les souverainistes. Le problème n'est pas tellement ses adversaires, c'est l'absence de force significative de ses partisans. Très peu d'hommes politiques, de partis politiques, à ma connaissance, se déclarent fédéralistes. Donc, ce n'est pas seulement qu'il y a des freins, c'est qu'il n'y a pas de moteur.
Et c'est un vrai sujet à mes yeux. J'ajoute au passage que si la Grande-Bretagne décide de se retirer de l'Europe, la question se posera peut-être en termes un peu différents, mais que je n'imagine aucun cas de figure où la Grande-Bretagne devienne fédéraliste. Oui, mais pour le moment, elle fait partie de l'Union européenne. Second point, sur l'élargissement, j'ai dit élargissement majeur. C'est-à-dire que je considérais qu'au fond, aujourd'hui, je vois la difficulté que nous avons à faire converger vers ce que j'appellerais un standard européen des pays comme la Roumanie et comme la Bulgarie. Y ajouter l'Ukraine ou la Turquie, qui sont des grands pays, poserait un problème majeur. Disons d'entrée, la Serbie ne change pas de façon fondamentale les termes du problème. Donc, ce que je fermais, c'était un élargissement majeur à horizon 10-20 ans, tant que nous n'avons pas réussi à faire converger. Je ne fermais absolument pas un élargissement mineur qui ne change pas de façon significative les problèmes de convergence européenne, dès lors que ces pays prennent l'acquis européen, font un petit effort sur un certain nombre d'éléments, mais que vous connaissez comme moi. Je voudrais quand même faire un rapprochement des deux sujets. J'avais été très frappé juste après la chute du rideau de fer, enfin, ou l'élimination plus exactement du rideau de fer. J'étais à Davos et au fond, je me posais la question de l'attitude européenne des pays nouvellement libérés. Et donc, comme vous savez, Davos, c'est un endroit où on peut aller bavarder dans une salle plus petite que celle-ci avec des chefs de gouvernement et des chefs d'État et répondre à vos questions. Et j'avais été voir donc tous les pays de ex-démocratie populaire qui étaient représentés là, et leurs dirigeants m'avaient tous tenu le même discours. Mais ils disent, on ne sort pas d'un système de contraintes pour aller, enfin, vers un autre système de contraintes. Autrement dit, on ne sort pas du couvent pour trouver un mari. Et donc, il disait, on a envie d'avoir un temps où on s'épanouit dans notre liberté, où on retrouve nos marques, où on retrouve notre indépendance. Et donc, ils étaient tous très hostiles à une Union européenne plus fédérale et plus politique que celle qu'ils avaient. Et alors, je ne sais pas si cette approche a été éliminée, mais il faut l'avoir en tête. Ces pays avaient envie de goûter leur indépendance, si je puis dire. Et quand on regarde les pays, un certain nombre de pays de l'Union européenne, je ne parle pas là de la Grande-Bretagne, ils ont une aspiration à l'autonomie et ne se retrouvent pas entièrement dans des institutions européennes communes. Je partage ce point de vue, j'y reviendrai. Les Français sont fâchés avec le mot fédéralisme, et même plus que ça, avec le concept de fédéralisme, c'est-à-dire en fait le concept du partage du pouvoir. Toute notre histoire, l'histoire de notre État, fait qu'il s'est constitué par une verticale du pouvoir. Et la France elle-même s'est constituée comme ça, jusqu'à, y compris, à prendre par la force le langage commun. Et donc, l'histoire de la France, c'est cela. Lorsqu'on essaie d'expliquer ce qu'est la réalité du fédéralisme en France, on n'y arrive pas. Et donc, il n'y a pas le moteur qu'évoquait Louis Schweitzer d'hommes politiques, de responsables, de théoriciens qui estiment qu'un bon pouvoir pour la France serait un pouvoir partagé. C'est un problème, c'est peut-être une inhibition, une frustration, un inconvénient, mais c'est la réalité. Ce qui explique aussi que d'autres en Europe n'ont pas ce problème avec l'Union européenne. Des pays comme l'Italie, où l'État n'a pas la force qu'il a chez nous, des pays comme l'Allemagne, où le fédéralisme est déjà organisé et que finalement le niveau européen n'est qu'un niveau de plus au-dessus des autres, c'est quelque chose qu'on vit de manière beaucoup plus naturelle. C'est une vraie différence avec laquelle il faut compter si on ne veut pas choquer et renforcer les adversaires de l'Europe. Est-ce enfin
un objectif qu'on pourrait fixer pour l'Union européenne, comme finalement Jean Monnet, Robert Schuman, mais dans des termes très précis encore, n'est-ce pas? Même Ernest Renan, dans sa fameuse conférence à Paris, à la fin du XIXe siècle, elle est souvent citée pour la définition de la nation, mais la conférence se termine en disant les nations ne sont pas éternelles, un jour peut-être la Fédération européenne les remplacera. Donc la Fédération européenne. Et Victor Hugo, etc. Donc Monnet, Schuman aussi, mais pour eux, je crois, et chez Schuman aussi, contrairement à ce qu'on croit dans les milieux politiques français, la fédération européenne ne pouvait se construire qu'à partir des nations qui souverainement acceptaient petit à petit de partager des intérêts communs, en espérant un jour qu'il y aurait une fédération sur laquelle on jetait un trouble juridique sans trop le définir. L'élargissement, je dirais deux choses. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait des voix quand même qui disent que l'élargissement, c'est un immense succès. C'est un immense succès géopolitique. 75 millions d'habitants, l'élargissement de 2004, ont quitté le rideau de fer derrière lequel Yalta les avait laissés et abandonnés, Yalta et Potsdam, dans des conditions qu'il faut aussi rappeler de temps en temps à nos amis d'Europe de l'Est. L'Europe était plutôt ruinée. C'est quand même les grandes puissances qui se sont réparties comme les empires savaient encore jouer à cette époque-là, la carte de l'Europe. Et donc le fait que tout ça soit passé pacifiquement, ait été ratifié par des référendums dans chacun des États membres, c'est quand même un immense succès, et c'est désormais un succès économique et social dans ces pays. Donc évidemment, chez nous, on ne retrouve plus notre Europe, et je crois que c'est particulièrement sensible en France, où on a l'impression qu'on nous a changé l'Europe à l'occasion du dernier élargissement. C'est pas totalement faux, car nous avons été négligents, par exemple en acceptant que l'anglais devienne la langue des institutions européennes de facto. Moi, je lutte contre ça à Bruxelles. Nous avons désormais un allié, c'est Jean-Claude Juncker, hein, parce que, si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a des amis polonais qu'il faut changer les pratiques de l'Union européenne. Et pourtant, il faut s'adapter pour être compris par tous. Et donc, nous avons le sentiment en France qu'on nous a changé l'Europe à l'occasion de l'élargissement, plus tous les sujets que vous évoquiez, concurrence sociale, concurrence fiscale. Chaque fois qu'on parle de la concurrence sociale, c'est pour ça que j'ai réagi un peu vivement tout à l'heure, comme je vais souvent dans ces pays, je n'ai jamais été aussi malheureux que quand j'entendais en 2005 le discours sur le plombier polonais. D'abord parce que ce n'était pas vrai, et que même si c'était vrai, c'était bien pour les Polonais et pour le plombier polonais. Bon, voilà. Et aujourd'hui, c'est bien pour les Roumains, et c'était une bonne nouvelle pour les Roumains d'accueillir des usines Renault, même s'ils avaient des salaires qui n'avaient rien à voir avec le nôtre. Ça a monté. Voilà. Et justement, c'est ce que je voulais dire. À l'époque où ça a été fait, c'était ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon une win-win situation, n'est-ce pas? Puisque Renault gagnait en compétitivité, les Roumains avaient une industrie, mais ce n'est pas durable. C'est quelque chose qu'il faut organiser pour que la convergence se fasse. Alors là, peut-être, on peut être meilleur. Frédéric Bourquin, Maison de l'Europe de Nîmes. Vous avez rappelé tout à l'heure que notre Union européenne est fondée sur le droit et le respect du droit des gens. Que pensez-vous des réactions pour le moins timides de cette Union européenne vis-à-vis des dérapages de Viktor Orban? Est-ce qu'on ne se décrédibilise pas en étant aussi complaisant? Écoutez, je connais bien la Hongrie. Pour l'instant, c'est un pays qui reste démocratique. C'est un pays où il n'y a pas d'atteinte aux libertés. Il y a seulement un Premier ministre qui a de drôles de conceptions, vraisemblablement parce qu'il a vécu sous un régime totalitaire qu'il a combattu. Moi, je l'ai connu quand il était jeune étudiant dissident.
Et donc, je dirais que son tempérament naturel, un peu fougueux, son inexpérience et de temps en temps ses convictions fausses le conduisent à être plus provocateur que menaçant réellement les libertés. En tout cas, quand j'y vais, je n'ai pas le sentiment d'être dans un pays totalitaire, et Dieu sait si j'en ai visité avant la chute du mur. Oui. Un petit point de complément par rapport à la question. Moi, j'ai moins de sympathie pour Jean-Dominique, pour ce monsieur, puisque je ne l'ai pas connu quand il était jeune. Et qu'apparemment, quand il était jeune, il était un peu rebelle et que ça le rendait sympathique. Bon, mais au fond, la question de fond, c'est à partir de quand sommes-nous légitimes à condamner un autre au global? Je veux dire, il y a une Cour de justice de l'Union européenne, il y a une Cour européenne des droits de l'homme qui sont des organes, à mes yeux, tout à fait légitimes, même si nos amis britanniques ne pensent pas toujours pareil. C'est des organes légitimes de défense des droits de l'homme. Pour le reste, si dans une élection qui n'a pas été contestée au point de vue démocratique, un pays choisit un dirigeant pour qui nous n'avons pas de sympathie, c'est difficile de punir le pays. Et par ailleurs, la punition, c'est quand même du niveau du nucléaire. Alors, nous avons des moyens de pression qu'on essaye d'utiliser, par exemple, contre la corruption. Dans les programmes d'aide à certains pays, on les suspend ou on les atténue si on a le sentiment qu'il y a de la corruption. Mais au fond, moi, là, je dirais ma confiance dans l'avenir et dans une approche gradualiste. Je pense qu'il y a dans ces pays, et ce que disait Jean-Dominique implicitement était dans ce sens, il y a une formation progressive parce que nous, au fond, ça nous a quand même pris pas mal de siècles pour devenir démocrate. J'espère que c'est à peu près achevé comme éducation. J'en suis pas toujours sûr. Mais ces pays ont aussi à apprendre à développer une pratique. Et pour citer une autre personnalité, qui sommes-nous pour les juger? Je le répète, il faut être pédagogue. Comme on est pédagogue. Mais juger, c'est encore une autre chose. Oui. Il faut peut-être quand même un petit... En 1933 aussi, les Allemands ont choisi par un vote Adolf Hitler. En tous les cas, un complément sur ce que vous soulevez comme question. N'oublions pas qu'il y a eu des réformes constitutionnelles qui ont limité la liberté de la presse. La Commission s'en est saisie. Plusieurs lois ont été prises. Il y a des vraies atteintes. Et je rappelle que pour... Oui, tout à fait. Et je rappelle que pour entrer dans l'Union, il faut en accepter les droits fondamentaux. Ça fait partie du paquet de base. Donc il y a une vraie discussion aujourd'hui, y compris chez les intellectuels hongrois, sur la capacité et la possibilité de la Hongrie de rester dès lors qu'elle dénie un certain nombre de valeurs fondamentales de l'Union. Si elle diverge de façon continue, le problème se posera de façon évidente. Je ne pense pas que la comparaison de M. Orban avec le régime nazi soit quand même tout à fait légitime. Oui, mais le problème de ce régime, c'était pas seulement, c'est pas le fait qu'il a été élu, d'ailleurs, pas par une majorité absolue, mais le fait c'était ce qu'il a fait. Et je n'imagine pas, d'ailleurs, ce régime acceptant la juridiction d'une cour internationale qui limiterait ce qu'il peut faire dans son pays. Donc, quand même, on n'en est pas là. Je le redis, il y a des régimes pour qui nous n'avons, ou des gouvernements pour qui je n'ai aucune sympathie. Il y a en France quelques mouvements pour qui je n'ai aucune sympathie. Bon, ils existent. Oui. Non, pour compléter la réponse, monsieur... Rousseau a écrit de très belles choses sur l'abus de majorité. Donc Orban a eu 2/3 des voix du Parlement. D'accord? La première fois, en tout cas. Bon, là, un peu moins. Pourquoi? Parce que le régime précédent était complètement discrédité par la corruption. Alors, mais oui, il s'est complètement effondré parce que c'était les anciens communistes qui étaient partis avec la caisse. Alors, donc, il faut quand même dire les choses aussi. Vous comprenez? Alors, ce sont des situations qu'on n'imagine pas chez nous. Et oui,
Donc il faut raison garder, comme le dit Louis Schweitzer. De toute façon, il y a des procédures pour cela, et croyez-moi, on ne les ratera pas. Les lois que vous évoquiez à un instant sur la liberté de la presse, elles ont été rapportées après intervention de la Commission européenne, donc ça fonctionne quand même. Oui. Oui. Cédric Suzanne. Voilà. Excusez-moi pour prendre la parole. Vous entendez bien mon accent. Je suis d'origine hongroise et, par exemple, j'ai vécu en Hongrie quand M. Orbán était élu première fois Premier ministre, qui n'était pas du tout comme maintenant. Il était beaucoup plus respectueux, etc. Il était élu légitimement. C'était pas de problème. Et moi non plus, je ne comprends pas trop parce que je trouve comme qu'il est devenu fou. Et le problème qu'aujourd'hui, il a malheureusement une élite autour de lui qui l'a rassemblé autour de lui. Il a fait à mon avis, manipulations au niveau d'élections en maintenant votant qu'on peut l'amener les gens en car pour voter. On peut faire voter les gens de Slovaquie qui disent que je suis hongrois, etc. Bon, ça c'est d'autres choses. Mais effectivement, il est légitimement élu. Mais les choses, j'espère pour la Hongrie, que commence un peu bouger. Parce qu'il a voulu passer, par exemple, récemment une taxe sur l'Internet qui est très mal passée et il a dû reculer. C'est le premier signe au niveau de Hongrie, qu'il commence un peu à être moins fort qu'avant. Et effectivement, au niveau de corruption, je peux malheureusement dire que moi aussi, je vais assez souvent et j'entends des gens qui sont quand même les élus locaux, qui ont la grande difficulté qu'il y a vraiment la corruption très forte et ça assez difficile. Mais il faut espérer que ça va avancer, mais je pense que les Hongrois, ils comptent un peu sur l'Europe. Oui, il faut être très précis pour répondre aux deux questions. Il est sous surveillance au sein des institutions européennes. Ça me rassure, merci. Oui, et au Parlement européen en particulier, mais y compris à la Commission européenne et au sein du Conseil européen. Comment vous dire, il représente plus un problème qu'autre chose. Donc, c'est peut-être ce qui peut nous rassurer pour l'avenir. Merci de votre témoignage en tous les cas. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Oui, Cédric Suzanne de la Maison de l'Europe Caen Basse-Normandie. J'aurais aimé avoir de la discussion sur le fédéralisme, mais on n'aura pas le temps et j'espère qu'on pourra la poser à un moment. En tout cas, juste, Monsieur Tchoudjar, pour information, il existe un parti, c'est le Parti fédéraliste européen qui défend le fédéralisme de façon concrète, donc je suis le président de la section normande. Mais je ne veux pas rentrer dans la question de la politique parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est défendre l'Europe sur des gens qui ne veulent plus de l'Europe. Il y a quelque chose de fondamental en fait, c'est ce qu'il manque, c'est vraiment la communication adéquate en ce qui est pensé, la stratégie qui est posée et d'arriver justement à aller dans les foyers pour expliquer ce qu'il se passe. Et ça, je l'ai vécu, je voyage souvent, je vais dans les familles et je discute beaucoup d'Europe avec des personnes qui sont souvent très loin alors qu'on est tous européens. Vous avez parlé du projet Philae, qui est quand même un projet majeur de l'Agence spatiale européenne. Quand je parle avec un Américain ou un Canadien, je suis fier de dire effectivement que l'Agence spatiale européenne, c'est quand même un capital de 3 744 milliards d'euros et en plus qui embauche 1900 personnes. C'est quand même déjà quelque chose de rien et ça fait briller justement les yeux des étrangers qui ne sont pas européens. Maintenant, aller dans un foyer de personnes qui gagnent le SMIC avec 3 enfants, et dites-leur qu'on vient d'engager 1 milliard d'euros dans un projet, excusez-moi du terme, le plan sur la comète. Et eux, ils n'entendent pas qu'on a investi 1 milliard d'euros, ils entendent qu'on a dépensé 1 milliard d'euros dans cette période de crise. Il suffit juste d'adapter le langage. Quand on retraduit un peu tout ça, c'est 1 milliard d'euros divisé par 500 millions de personnes au niveau européen. C'est une dépense de 20 centimes par citoyen sur les 10 ans à venir.
Et quand vous dites à un couple au SMIC avec 3 enfants, êtes-vous capable de donner 1 euro pour un investissement majeur qui, en plus, est un élément de recherche, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'une comète peut aussi frapper la planète Terre, même si ça paraît utopique, c'est déjà arrivé. Et il y a quand même des choses à faire pour défendre justement et l'Europe et la Terre. Moi, ma question aujourd'hui, c'est surtout, j'ai besoin de défendre l'Europe, mais pour défendre l'Europe, j'ai besoin d'un projet d'ampleur. Je peux entendre que le fédéralisme n'est pas prêt. Le fédéralisme, on ne l'entend pas, mais je pense qu'il faut faire des choses. Et moi, j'ai besoin de ce flambeau que vous allez donner pour justement le défendre et défendre un projet majeur pour éclairer la lanterne des gens qui sont perdus. Je ne sais pas si ce que vous avez dit est une question. Je pense que c'est plutôt une déclaration. Et c'est une déclaration à laquelle je souscrirais volontiers. Une remarque quand même, on a souvent tendance à accuser la communication des problèmes. Alors, la communication est toujours une partie du problème, mais quand il n'y a pas de problème de fond, la communication, c'est moins grave. Et je pense, moi, que ce qui, en ce moment, est le principal handicap de l'Europe, c'est ce que j'ai dit, c'est la stagnation économique et le chômage. Et que, quels que soient les discours qu'on fait, on convaincra très peu de gens tant qu'il n'y aura pas la perception qu'en Europe et avec l'Europe, on s'attaque à ces 2 problèmes et qu'on commence à les résoudre. Je partage totalement cette réponse. J'y ajouterai que vous n'avez pas le droit, pas vous, pas ça, de dire que les Français sont contre l'Europe. Ce n'est pas vrai. Oui, si, vous avez dit majoritairement contre l'Europe. Ce n'est pas vrai. J'ai dit qu'une partie des gens étaient ignorants. Moi, je dis toujours, je ne parle jamais de l'extrémisme. Moi, je fais le combat de l'ignorance. Et c'est vraiment ça aujourd'hui. Et on sait très bien qu'à la création du CK, qui était forcément exemplaire des pères fondateurs de l'Europe qui ont créé l'Europe, on a un peu oublié le citoyen. Et je pense que justement, et vous dites que l'Europe est le cœur du monde, je n'ai pas tout à fait bien retenu le titre, mais moi je pense que le cœur de l'Europe, c'est le citoyen. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en action. Si vous voulez que les personnes adhèrent à des projets, il faut aller leur demander leurs avis et justement faire toute la pédagogie sur le projet. J'ai justement dans mon petit ouvrage un petit passage sur l'Europe et le doute. N'est-ce pas, la définition d'un Français, c'est « je pense donc je suis ». Moi maintenant je dis « je doute donc je suis ». Je doute de tout ce que je fais donc je suis. Et à force de douter nous-mêmes de l'Europe ou de colporter des phrases toutes faites en disant « maintenant les citoyens sont contre l'Europe », etc. Non, il faut traquer le moindre de ces mots pour, d'abord parce que ce n'est pas vrai, et ensuite parce que ce doute profond que nous avons, c'est aussi une chance extraordinaire. Les philosophes, dont Descartes, nous ont légué une manière de raisonner qui est assez unique au monde. J'ai quelques lignes et quelques pages dans mon ouvrage qui nous permettent de nous améliorer sans cesse. Et donc, c'est une vraie raison d'optimisme. Oui, merci, je vous en prie, allez-y, posez votre question. Bernard Bonneau, administrateur de la Maison de l'Europe de Rennes, et non pas de Grande-Bretagne, mais de Haute-Bretagne. Je voulais revenir sur un débat, donc ce n'est pas fédéralisme, Europe et fédéralisme, mais un débat qu'on a évoqué pendant ces journées, sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment, c'est Europe et résurgence du régionalisme, je ne vais pas dire nationalisme, régionalisme face à la mondialisation. Nous avons assisté donc depuis quelques années, alors on est dans une région effectivement profondément régionaliste, nous avons assisté à des mouvements en Belgique de séparation du pays flamand et du pays wallon, les mouvements de la Ligue du Nord, tout dernièrement la Catalogne. Nous avons assisté au moment de l'élargissement, M. Giuliani, à la scission entre la Tchéquie et la Slovaquie. Donc tout cela, à votre avis, cette résurgence du régionalisme, est-ce un risque pour l'Europe ou une opportunité? Voilà ma question. Premièrement, je pense que l'Europe, effectivement, facilite l'émergence du régionalisme parce qu'il n'y a plus besoin du grand pays pour vous défendre. Et donc, on voit bien que l'Europe fait qu'on peut faire un rassemblement infranational en gardant les acquis
qui auparavant impliquait un pays, c'est-à-dire une défense, une administration, un environnement économique et social. Donc je pense qu'effectivement, l'Europe facilite les régionalismes. Est-ce que c'est un atout ou une faiblesse pour l'Europe? Là, je laisserai Jean-Dominique en parler parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi. Dans ces régionalismes, il y a plusieurs aspects, certains qui ont un côté assez sympathique et certains qui m'inquiètent. Le côté sympathique, c'est le côté de trouver une communauté, une existence culturelle à un niveau infranational qui existe quelquefois. Celui qui m'inquiète, c'est que très souvent, au fond, ces régionalismes, c'est les riches qui ne veulent s'abstraire de la solidarité de moins riches dans leur pays. Par exemple, les Flamands vis-à-vis des Wallons, les Catalans vis-à-vis du reste de l'Espagne, la Ligue de l'Italie du Nord vis-à-vis de l'Italie du Sud. Et ce signe que portent les régionalismes d'une diminution des solidarités, lui, est un signe que je trouve préoccupant et inquiétant. Et le régionalisme n'est qu'une des manifestations nombreuses qu'on voit de ceci. Je pense un élément tout à fait caricatural, mais qui se répand aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les gated communities, c'est-à-dire ces villes closes de murs dans la ville. Et naturellement, les gens qui sont à l'intérieur de ça sont riches. Ils ne payent plus d'impôts municipaux puisque leurs services sont réservés à eux. Et du coup, la solidarité qui existait au niveau de la ville disparaît. Et donc, cette baisse de solidarité, elle, est pour moi quelque chose de très inquiétant. Et d'ailleurs contraire à l'esprit européen et même à l'organisation européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et elle résulte aujourd'hui, y compris des apports de Jacques Delors ou d'autres, n'est-ce pas? La solidarité entre régions pauvres et riches, entre régions en difficulté, c'est la traduction dans les faits des traités et des principes de solidarité que nous avons dans les traités. Et donc, c'est la raison pour laquelle les institutions européennes, ces États membres et, je crois, les institutions communes ne joueront pas le jeu des, comment dirais-je, des irrédentismes ou des pulsions irrédentistes. Le président Giscard d'Estaing avait vu la chose, il me l'a confié, dans la rédaction du projet de constitution européenne, et on retrouve la phrase qu'il a écrite avec un Britannique, secrétaire général de la Commission, Lord John Kerr, qui m'ont tous les deux confirmé qu'ils avaient mis un article 4 du traité de l'Union européenne selon lequel l'Union s'engage à respecter la forme constitutionnelle des États qui y adhèrent. Donc, c'est une sorte de charte qui interdit, une obligation qui interdit aux institutions européennes d'aller jouer le jeu régionaliste, dissident ou irrédentiste. Et donc, je crois qu'il faut être assez strict avec cela, parce que je comprends tout à fait, moi aussi, je partage ce qu'a dit Louis Schweitzer, le côté sympathique je suis corse, donc vous voyez, d'origine, donc c'est encore pire, si je puis dire, je porte un lourd fardeau, hein. Mais je n'aime pas quand le président du Conseil économique et social européen vient dire aux élus corses qu'ils ont raison de vouloir réserver la propriété de la terre aux Corses qui vivent depuis 10 ans sur place. Et donc je lui ai écrit pour lui dire que c'était pas bien et pas conforme aux traités européens, et qu'en plus je ressentais une honte comme Corse du continent. Hein. Bonjour à tous, Gabin Bertrand, donc du Parcours Europe de l'Université de Nantes. Merci pour vos brillantes interventions d'aujourd'hui. Alors, je me pose une question. Je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui de l'avenir de la France et de l'Europe face au bouleversement du monde sans mentionner le projet du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Je voulais savoir quel était votre avis par rapport à ce traité qui est envisagé, et surtout si ce n'était pas la traduction de la fin du projet européen. Voilà. Je dois dire que je n'ai pas regardé tous les éléments de ce traité, donc j'en parle avec prudence. Au fond,
quand on fait un traité de libre-échange, il y a toujours une partie positive, parce que les mécanismes, les différences de normes, par exemple, d'un côté et de l'autre, sont des sources de frottement et donc des sources d'inefficacité, donc des dépenses et des gaspillages. D'un autre côté, on voit bien que un excès d'abandon de toute norme est quelque chose de socialement régressif. Je prends des exemples un peu anecdotiques, mais quand même, il se trouve que je m'intéresse dans un autre cadre à la défense de la condition animale. Et que le bien-être animal, qui est un objectif du traité de Maastricht, un objectif européen, entraîne un petit surcoût pour l'agriculture européenne. Il se trouve qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui est totalement... C'est un sujet au niveau des États fédérés, qui est un sujet totalement indifférent à l'État fédéral et totalement indifférent à la majorité des États fédérés. Et donc, je serais très désolé que dans un tel traité ait pour conséquence pratique que les agriculteurs européens pourraient dire, écoutez, désolé, le bien-être animal, on ne peut plus. Je prends un autre exemple qui est le climat. Le coût de l'énergie en Europe est un peu plus élevé qu'aux États-Unis pour beaucoup de raisons, mais une de ces raisons est que l'on s'attache à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Je trouverais insupportable que ce traité transatlantique se traduise par un recul sur ce plan. Donc, au fond, il faut être, je crois, pour une libéralisation intelligente des échanges qui ne provoque pas un dumping social, mais il faut être très attentif à ce que ceci ne soit pas porteur de recul dans un certain nombre de domaines qui sont au cœur de nos valeurs. Je crois qu'il y a vraiment des valeurs européennes et qu'il faut éviter que le libre-échange serve de bélier